Cette odeur écœurante de papier brûlé qui prend direct à la gorge, ce brouillard poisseux qui s'insinue sous la peau dès les premières secondes. Que ce soit en format papier ou en livre audio, cette expérience prend littéralement aux tripes. Ah ça oui, l'immersion est instantanée. L'œuvre s'appelle L'ombre du vent, écrite par Carlos Ruiz Zafón. On y vit une lutte désespérée entre la mémoire et l'oubli total, une plongée étouffante au cœur des cicatrices psychologiques d'une ville brisée par la guerre. Et le décor, l'atmosphère est tout simplement hypnotique. Exactement, on y suit le jeune Daniel Semper, un enfant dont le destin se retrouve enchaîné au spectre insaisissable d'un auteur nommé Julian Carax, et soudain, sans prévenir, on se retrouve à courir en pleine nuit dans les ruelles gothiques de Barcelone, le souffle court, le cœur battant à tout rompre, poursuivi par une ombre sans visage. Avec une tension qui monte d'un coup. Et là, le paradoxe frappe de plein fouet. On fait face à l'histoire d'un écrivain, de génie, dont le seul but, l'unique obsession diabolique, est de traquer et de brûler jusqu'à la toute dernière copie de sa propre œuvre. C'est complètement fou d'imaginer ça, non ? Totalement insensé, ouais. Surtout quand on saisit le risque mortel que ça implique pour ceux qui croisent son chemin. Sauver cet unique livre restant, refuser de le livrer aux flammes, c'est accepter de mettre sa propre vie dans la balance. Carrément. C'est risquer de se faire abattre froidement par une police corrompue au détour d'une ruelle sombre, ou pire encore, d'être dévoré par le feu d'un diable en chair et en os qui arpente les pavés. Et tout ce vertige, ça commence par un secret, un vrai pacte de sang, scellé dans l'obscurité. On est propulsé en 1945, à l'aube. Une ambiance très lourde. Voilà, très silencieuse. Le jeune Daniel, qui n'a alors que 10 ans, est guidé par son père à travers les brumes d'une Barcelone encore profondément endormie. Ils marchent en silence, ils finissent par arriver devant une immense porte en bois sculpté, dissimulée dans un dédale de ruelles. Et derrière cette porte, le choc est absolu. Le cimetière des livres oubliés. Il faut s'imaginer l'ampleur de ce lieu. On parle pas d'une simple bibliothèque de quartier, quoi. Ah non, pas du tout. C'est un espace labyrinthique, presque infini, plongé dans une pénombre poussiéreuse. Il y a des ponts suspendus, des escaliers en spirale qui donnent le vertige, des tunnels tapissés de papier qui se perdent dans l'obscurité. Ça donne des frissons rien que d'y penser. C'est ça, ce sanctuaire caché, c'est l'endroit où viennent s'échouer tous les livres que le monde a condamnés à l'oubli. Des centaines de milliers de volumes abandonnés, qui attendent patiemment dans le silence. Et il y a cette règle incroyable. Oui, transmise de génération en génération avec une charge émotionnelle immense. Lors de sa première visite, chaque initié doit adopter un livre. Il doit jurer sur sa propre vie, de le protéger pour que sa mémoire et l'âme de son auteur ne s'éteignent jamais. Quand on y pense, c'est fascinant, surtout à notre époque. Ouais, aujourd'hui où tout est numérique, éphémère. Exactement. L'idée qu'un simple objet physique fait de papier et d'encre puisse contenir l'âme d'une personne, ça bouscule, quoi. Le fait qu'on doive engager sa propre existence pour protéger un objet matériel, ça ramène à la valeur viscérale de la mémoire. Et pour Daniel, c'est un moment presque sacré. Il est choisi. C'est exactement le mot. Le garçon choisit pas le livre au hasard. On sent que c'est le livre qui l'appelle. Il est attiré comme par un aimant vers un volume à la couverture usée. L'ombre du vent. Il l'ouvre, il commence à lire et le monde autour de lui disparaît totalement. Une nuit blanche de pure magie. Il passe la nuit éveillé, il dévore chaque page totalement envoûtée par les mots de ce Julien Carax. Il s'y attache de toutes ses forces. Mais parce qu'il y a un mais, cet émerveillement pur va très vite basculer dans la terreur. La rupture est d'une brutalité inouïe. Le cocon rassurant de la littérature explose en plein vol. Pour laisser place à quoi ? À une menace physique, bien tangible. L'irruption de Loan Pber. Ce personnage, il incarne la peur à l'état brut. Rien que son apparition, c'est terrifiant. Il surgit de la nuit, toujours enveloppé dans la fumée épaisse de sa cigarette. Et son visage, c'est une horreur qu'on peine à concevoir. Un cauchemar ? Il n'a ni lèvres, ni paupières. Sa peau a littéralement fondu, remplacée par un masque de cuir noir, luisant, couturé de cicatrices. Et puis il y a cette odeur qui le précède et qui reste après son passage. Une odeur profondément écœurante de cendres et de chair calcinée. Et là, quand on réalise, l'incubaire, c'est
Exactement le nom du diable dans le roman que Daniel vient de lire. Ok, on se dit que l'histoire bascule dans le fantastique, non? On a un monstre qui sort des pages pour envahir le monde réel. Bah, on pourrait tout à fait le croire au premier abord. C'est ce qu'on se dit, oui. Mais c'est là que réside de toute la puissance psychologique du récit. C'est pas un monstre surnaturel. L'horreur est bien ancrée dans le réel. Ce diable traque obsessionnellement chaque exemplaire des romans de Julian Carax. Il veut tout détruire. Il les cherche un par un pour les jeter dans les flammes. Il pénètre par effraction chez les gens. Il profane des tombes. Il détruit avec une rage méthodique tout ce qui a trait à l'écrivain. Et la vraie question qui est hante, c'est pourquoi? Pourquoi vouloir à ce point anéantir la trace d'un artiste? Effacé jusqu'à la dernière preuve du passage d'un homme sur Terre. Ce niveau de haine, ça demande une douleur initiale colossale. Et pour comprendre l'ampleur de ce mystère, il faut regarder la ville. On n'évolue pas du tout dans une Barcelone de cartes postales lumineuse ou chaleureuse. Ça, non. On est plongé dans les années 50, dans une noirceur écrasante. C'est une ville gothique, poisseuse, recouverte d'un voile de brume ou battue par une pluie glaciale en permanence. Et ce décor n'est pas qu'une toile de fond esthétique. La ville pense encore les plaies béantes de la guerre civile espagnole. Elle est écrasée sous le poids de la dictature franquiste. Le silence est omniprésent. C'est pas juste un trait de caractère, hein. C'est la seule règle de survie possible. L'atmosphère est saturée de non-dits, de méfiance, de dénonciation potentielle. Les murs transpirent la peur, quoi. Tu dis un mot de travers et c'est fini. Exactement. Conserver un livre non approuvé, fouiller dans le passé, poser des questions sur les disparus, c'est des actes de rébellion qui peuvent mener directement dans une cellule de torture. Ou face à un peloton d'exécution. C'est terrifiant. La censure de l'époque cherche à contrôler les esprits en effaçant les idées dissidentes. Donc, le cimetière des livres oubliés, c'est pas seulement une belle idée poétique, c'est un acte de résistance acharné. Sauver un livre, c'est refuser de se soumettre à la dictature de l'oubli. Et dans cette ambiance tellement lourde, on a vraiment l'impression d'avancer au milieu de fantômes. Et heureusement, mais vraiment heureusement qu'il y ait des éclats de lumière. Heureusement qu'on croise Fermín, Romero de Torres. Quel personnage! Ah, Fermín, il change tout. La tension est à couper au couteau et lui, il débarque. C'est un vagabond, un homme qui vit dans la rue. Son corps est une carte géographique de la douleur, couvert de cicatrices qui témoignent des pires tortures subies dans les geôles du régime. Il a connu l'enfer. Il a tout perdu, la misère la plus noire. Et pourtant, il a une gouaille, un humour ravageur, une répartie absolument géniale. Fermín, c'est l'oxygène dont on a désespérément besoin dans cette histoire. Le contrepoint parfait à la noirceur étouffante de l'intrigue. Il passe du statut de mendiant traqué à celui de conseiller inestimable pour Daniel. Un vrai mentor. Il devient son protecteur, son guide dans les bas-fonds, son ami le plus loyal. Ce gars-là incarne la résilience humaine dans ce qu'elle a de plus beau. Malgré toutes les atrocités qu'il a endurées, il refuse de laisser la haine dicter sa conduite. Il continue d'aimer la vie, les femmes, la bonne nourriture, la littérature. C'est une force de la nature. Et il en faut de la résilience. Parce qu'en face, la menace vient pas que du monstre au visage brûlé. Il y a l'incarnation d'un mal banal, quotidien et terrifiant. L'inspecteur Fumero. Le cauchemar incarné. Rien que d'évoquer son nom, on sent un frisson glacial. Fumero, c'est pas une créature fantastique. C'est un prédateur bien humain. Et c'est justement son humanité, sa réalité historique, qui le rend si glaçant. Fumero représente la violence institutionnalisée. En fouillant son passé, on comprend la mécanique des régimes totalitaires. Un vrai caméléon de l'horreur. C'est un homme qui a commencé comme tueur à gages, un opportuniste sanguinaire qui a navigué entre les extrêmes pendant la guerre civile. Il a trahi ses anciens camarades, retourné sa veste, pour finir du côté des vainqueurs, avec un insigne de police bien accroché sur la poitrine. Et le régime lui donne un pouvoir absolu pour terroriser. Il a le droit de vie et de mort, oui. Il le sait parfaitement. Totalement, il a une fascination macabre pour la domination. Il torture et tue avec le sourire, persuadé de son impunité absolue. La menace qu'il fait peser sur Daniel et Fermín, elle a rien de romantique. C'est juste brutal. Vicieux, écrasant, implacable. Fumero n'hésitera pas une seule seconde à abattre quiconque croise son chemin, ou fouille d'un peu trop près dans des dossiers qu'il préfère garder enterrés. Avec lui, la survie dans Barcelone devient un jeu d'échecs mortel. Chaque coin de rue est un piège. Et pourtant, malgré le danger de Fumero, malgré le diable Laline Coubert qui rôde, Daniel refuse de lâcher l'affaire. Il creuse. Et plus il creuse le passé de Julian Carax, plus on sent le piège se refermer. On est pris dans la toile. En tirant sur le fil de cet écrivain maudit, Daniel déterre une histoire d'amour d'une tristesse infinie.
On fait un bond en arrière dans les années 10 et 20. Julien Carax et Pénélope Aldaïa. Deux jeunes gens qui s'aiment à la folie, mais qui sont séparés par un fossé immense. Des mondes différents. Pénélope appartient à une des familles de marchands les plus riches de la ville. Ils vivent dans un manoir colossal, oppressant, presque lugubre. Et on sent d'emblée que cet amour est condamné. Mais on est loin du simple drame à la Roméo et Juliette avec une lutte de classe classique, quoi. Ah non, c'est beaucoup plus sombre. Le récit glisse vers des zones psychologiques insupportables. Julien et Pénélope sont brutalement, violemment séparés. Et c'est pas juste à cause du mépris social du père de Pénélope, c'est à cause d'une découverte. Le fameux secret. Un secret familial enfoui dans les fondations même de ce manoir. Une vérité d'une noirceur absolue. Sans dévoiler ce dont il s'agit, on peut dire que c'est un secret si monstrueux, si fondamentalement contre nature, qu'il agit comme une bombe à retardement. Ça pulvérise tout. Quand il éclate, il détruit tout sur son passage. Il se contente pas de séparer deux amoureux, il broie leur innocence, il ravage leur santé mentale, il les vide de toute raison d'exister. C'est une destruction méthodique. Pénélope est emprisonnée, rayée de la carte, enfermée dans le silence, et Julien perd absolument tout et doit fuir. La chute est totale. Mais ce qui rend l'expérience véritablement asphyxiante, ce qui prend à la gorge, c'est pas seulement de découvrir ce drame du passé, c'est de voir la mécanique se remettre en marche. Le passé qui déborde sur le présent. Sous nos yeux, pas à pas. Dans le présent, Daniel tombe éperdument amoureux de Béa, et Béa, c'est pas n'importe qui, c'est la sœur de son meilleur ami. Thomas. Voilà, Thomas. Elle appartient à un milieu plus aisé, avec un père strict, et là on comprend. L'histoire tragique de Julien est en train de se dupliquer presque à l'identique dans la vie de Daniel. Et cet effet miroir, c'est la trouvaille psychologique la plus brillante de l'œuvre. Zafoun ne construit pas deux intrigues parallèles, il crée une boucle temporelle émotionnelle. Un éternel recommencement. Les mêmes dynamiques se mettent en place, les mêmes obstacles apparaissent, les mêmes figures autoritaires se dressent, la même passion dévorante et clandestine s'installe. Daniel avance à l'aveugle sur un terrain miné. Il pose ses pieds exactement dans les empreintes laissées par Julien des décennies plus tôt. On a l'impression d'assister à un accident de train au ralenti. On a envie de lui hurler de s'arrêter et de faire demi-tour. C'est ce sentiment de claustrophobie, ouais. On sait comment le premier voyage s'est terminé dans le sang, la folie et les cendres. En voyant Daniel répéter le schéma, la tension devient irrespirable. On craint le pire pour lui. Il risque de subir le même anéantissement. Ça pose une question fascinante sur le poids de l'héritage et du trauma. Est-ce qu'on est condamné à répéter les erreurs des générations précédentes si on ne met pas leurs secrets en lumière? L'ombre de Julien plane sur Daniel comme une fatalité inéluctable. Et pour enrayer cette mécanique infernale, la demi-mesure ne suffit pas. C'est là que la notion de sacrifice prend une ampleur bouleversante. Ah, Mickaël. Quand on plonge dans les souvenirs du passé et qu'on découvre ce qu'a fait Mickaël Molinet, le meilleur ami de Julien, on reste sans voix. Mickaël, c'est la loyauté poussée à son paroxysme, bien au-delà de l'amitié. Un homme prêt à s'effacer totalement pour protéger son frère de sang. La trajectoire de Mickaël déchire le cœur. Il a passé sa vie dans l'ombre du talent de Julien, à le soutenir financièrement, émotionnellement. Et quand le piège se referme sur Julien, quand la police cerne leur refuge... Mené par Fumero, d'ailleurs. Oui, exactement, Fumero. Et que la mort est imminente. Mickaël prend une décision radicale. Il vole l'identité de son ami. C'est fou. Il s'empare des papiers de Julian, il s'avance délibérément à découvert face au danger, attirant toute l'attention sur lui, et il offre son propre corps au bal de la police. Il donne sa vie, littéralement, pour acheter quelques secondes de répit à Julien. Tout ça pour lui offrir une chance infime, microscopique, de s'échapper. C'est d'une puissance tragique inouïe, accepter de mourir sous le nom d'un autre. La douleur indicible de devoir payer le prix ultime, par amour et par loyauté, juste dans l'espoir qu'une petite étincelle survive dans ces ténèbres. C'est sublime et atroce à la fois. Et tout ce sang versé dans le passé, tous ces secrets étouffés, nous mènent inexorablement vers le point de rupture absolue. Le choc final entre le passé et le présent. L'ultime confrontation. On arrive à cette nuit fatidique. La nuit la plus glaciale de l'hiver. Une tempête terrible s'abat sur la ville. Il neige, ce qui est extrêmement rare à Barcelone. La neige recouvre tout. Elle transforme la ville en un immense linceul blanc, figeant les rues, gelant jusqu'au sang dans les veines. Une atmosphère d'apocalypse silencieuse. Le temps lui-même semble suspendu sous ce manteau blanc. Daniel, le corps meurtri par des coups récents, à bout de force, glacé jusqu'aux os, court à perdre haleine à travers la ville endormie.
Il joue sa dernière carte. Il se précipite vers les hautes grilles rouillées du sinistre manoir abandonné de la famille Aldaya. À l'intérieur de cette ruine immense, tapie dans l'obscurité totale, Béa l'attend. Elle est piégée. Elle s'y est réfugiée, transie de froid, morte de peur, cernée par des meubles recouverts de draps et des statues figées par la glace qui ressemblent à des spectres accusateurs observant la scène. Ils pensent être à l'abri, le temps d'une nuit. Mais le silence de la neige est trompeur. Ils ne sont pas seuls dans cette vaste tombe de pierre. Le bruit des pas commence à résonner sur le parquet pourri. Des pas lourds. Lent, lourd, méthodique. L'inspecteur Fumero est là. Le prédateur a suivi la piste. Il a traqué ses proies jusqu'au fond de leur ultime cachette. Son arme est dégainée, prête à cracher la mort, prêt à terminer le travail sanglant qu'il a commencé des décennies plus tôt contre Julian. Et Daniel est désarmé, terrifié. L'étau se resserre. Et soudain, le cauchemar prend une dimension biblique. Une ombre immense se détache silencieusement des ténèbres de la bibliothèque gelée. La température semble chuter encore. L'air devient irrespirable. Une silhouette enveloppée d'un manteau noir, accompagnée de cette insoutenable odeur de cendres et de chair brûlée. Le démon au visage fondu. L'agent Coubert est là, lui aussi. Les trois forces se retrouvent face à face dans cette maison hantée par le drame. Est-ce que cette figure infernale est un ange protecteur surgi pour défendre Danielae, ou est-ce le destructeur fou venu parachever l'effacement total du monde de Julien et du dernier livre? La confrontation finale, violente et inévitable, est sur le point d'éclater. La tension est insoutenable. Pour savoir qui survivra à cette nuit d'apocalypse glaciale, pour découvrir quel est ce fameux secret familial si effroyable qui l'a rendu un homme fou au point de vouloir brûler sa propre existence, et pour savoir si le tout dernier exemplaire du livre échappera enfin aux flammes, il n'y a qu'une seule et unique chose à faire. Il faut plonger dans l'ombre du vent. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.